je pense que beaucoup de kinés le diront, mais on se retrouve parfois pour certains patients à être plus psychologue, à l'écoute des patients plutôt que leur kiné finalement. Il y a plein de mots MAUX qui sont dus en fait et qui sont causés purement que par des stress. Bonjour, mon invitée aujourd'hui n'est nulle autre qu'une de mes meilleures amies, Anne Moirot, avec laquelle j'ai partagé succès et échecs, fou rire et sérieux, à la fois au collège et au lycée et à la natation. Au-delà de la personne exceptionnelle qu'elle est, accomplie professionnellement aujourd'hui en tant que kiné et sportivement en tant qu'ancienne grande championne, Anne fait toujours ressortir le meilleur de tout un chacun et a cette capacité, qui est en fait aussi un travail constant, d'apprécier les bons moments tout comme les challenges de la vie, apprécier les réussites de l'instant présent plutôt que de vivre dans le passé ou le futur. Et aujourd'hui, elle va nous partager son parcours et sa philosophie de vie qui, je n'en doute pas, sera un bol d'air frais pour vous, comme ça peut l'être pour moi. Bonjour et merci beaucoup Anne d'être ici. Bonjour Christine, merci de m'avoir invitée pour cette interview. Tout comme Géraldine, je suis hyper touchée par toutes tes paroles et ton discours. Donc merci de m'avoir invitée et c'est avec plaisir que je partage les dernières expériences de vie de ces dernières années. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, tu t'épanouis dans la profession de kiné et parfois sollicité même pour dispenser des cours à l'école de kiné de La Réunion. Donc, je voulais savoir à quel moment t'es venue cette vocation et comment elle t'est venue cette vocation de kiné. Alors en fait, vers l'âge de 13-14 ans, parce que c'est à ce moment-là que l'entourage et puis l'école de manière générale commencent à nous poser la question sur ce qu'on aimerait devenir plus tard. Et baignant dans le monde sportif à cette époque-là, on entendait souvent parler de kiné, et même si je n'y avais jamais été personnellement, c'est un métier qui m'a assez vite intéressée parce que j'ai toujours été intéressée par les métiers un peu médicaux de manière générale. Et je m'étais demandé aussi si j'allais pas faire médecin, mais finalement, kiné, ça m'allait très bien. C'était un bon compromis entre un chouette métier qui m'inspirait et puis un nombre d'études correct, parce que c'est vrai qu'à l'époque, 9 ans d'études, ça me paraissait extrêmement long. Du coup, voilà. Et puis, c'est un métier aussi qui m'inspirait parce qu'à l'époque, on en voyait souvent qui soignaient des sportifs, des petits bobos, etc. etc. Du coup, voilà. Exactement, oui, c'est un métier qui est très important pour les sportifs que nous étions et les sportifs d'aujourd'hui, puisqu'on ne se rend pas compte de toute l'équipe médicale qu'il peut y avoir derrière, mais il faut une structure qui puisse faire en sorte qu'on atteigne ces performances-là, et ce sont des métiers qu'on apprécie plus que tout. Donc tu parlais justement des études. Tu as suivi une classe préparatoire juste après ton parcours scolaire au lycée habituel pour intégrer une école de kiné. Il me semble que tu as réussi en fait le concours la deuxième année en le préparant en candidat libre et qui plus Exactement. est, tu as été major de la pro. Donc toutes mes félicitations, mais j'aimerais avoir Merci. ton retour d'expérience sur la préparation au concours et le principal facteur qui t'a permis de réussir de la meilleure des façons après avoir eu un revers. Alors, donc oui, après mon année de bac, du coup, je me suis lancée dans une classe préparatoire pour rentrer en école de kiné. Du coup, la première année, je m'étais inscrite dans une classe prépa sur Saint-Denis. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas la classe prépa qui allait me faire gagner mes concours à la fin de l'année parce que elle n'était pas très sérieuse ni carrée. Et en fait, ça m'a vite découragée. Et puis c'est vrai que en fait, je pense qu'on parle tellement du bac, on parle tellement du bac, et je pense que pour moi, mais aussi pour beaucoup de jeunes de manière générale, on a l'impression que ça va être la fin des études. C'est-à-dire qu'il y a toutes les années d'avant, scolaires, et puis le bac, c'est vraiment la fin, et après, on est tranquille, quoi. Et en fait, je pense que beaucoup de jeunes aussi ne s'imaginent pas qu'est-ce qu'on va vivre après pour des études qui nous amènent à notre métier.
Et en fait, finalement, c'est encore plus dur, mais on ne s'y attend pas. Et moi, c'est vrai que c'était un peu mon ressenti, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini mon bac, j'avais tellement bossé que je me suis dit, c'est bon, je vais enfin pouvoir souffler après toutes ces années de parcours scolaire, etc. Et en fait, on se rend compte que bah non, il va falloir bosser encore plus pour pouvoir arriver à d'autres métiers après. Et donc, entre ça, un petit manque de motivation, une envie de souffler, et puis une classe prépa qui n'était pas au top, du coup, la première année a été difficile. J'ai quand même travaillé un petit peu toute seule, un petit peu avec la prépa. Et puis, j'ai passé les concours à la fin de la première année. J'en ai passé 10 à peu près, et puis j'en ai reçu aucun. Donc, ça a été dur parce que j'étais pas forcément habituée à l'échec. J'étais toujours habituée à travailler et puis à avoir toujours un résultat à la fin. Et c'est vrai que la première année, bah, ça a été un échec du coup. Et, euh, et voilà. Et donc après, je me suis dit, bon, ben, je vais me servir de cette première année comme une année guide et je vais essayer de faire de mon mieux pour la deuxième année. Et c'est vrai que je suis partie en deuxième année et je me suis dit, là, je ne peux pas imaginer qu'à la fin de cette première année-là, je ne puisse pas obtenir mon concours. Pour moi, c'était vraiment pas possible. Donc là, j'étais vraiment remotivée à bloc par contre. Et je me suis dit, je vais vraiment me donner tous les moyens pour y arriver. Et du coup, la deuxième année, je m'inscris dans une autre prépa, mais cette fois-ci une prépa en ligne qui avait une très bonne réputation, qui s'appelait KinéWeb à l'époque, qui m'a coûté vraiment pas très cher, 400 € l'année, comparé à des classes prépa qui étaient beaucoup, beaucoup plus chères. Et là, je me suis dit, de toute façon, je n'ai pas le choix, je vais essayer de me driver toute seule et puis je vais bosser toute l'année à fond pour le concours. Et du coup, ben, je commençais mes journées, il était 7h30 le matin, je faisais mes petites pauses déj, la pause dîner, la pause goûter, je finissais à 22h. Et je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à tenir toute l'année à ce rythme-là. Après, heureusement que je voyais au fur et à mesure que le travail payait, parce qu'en fait, c'était une prépa où on avait des concours blancs tous les week-ends. Et du coup, il y avait énormément d'inscrits dans ceux qui passaient aussi les concours à la fin de l'année. Et du coup, on avait notre classement tous les week-ends. Et du coup, mon objectif, c'était vraiment d'être parmi les meilleurs à chaque fois. Et au début, en fait, j'étais 50, 60e. Et puis après, au fur et à mesure, j'arrivais à me rapprocher des premières places. Et assez rapidement, au fil des semaines, j'étais dans les 5 premières. Et donc, mon objectif à chaque fois, c'était d'être première à chaque concours blanc. Et du coup, ça m'a permis de tenir vraiment jusqu'à la fin comme ça. Et du coup, à la fin de ma première année de prépa, je finis major du coup, de ma classe préparatoire. Donc là, je savais que j'étais prête pour les concours et qu'il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas. Et donc, j'en passe une dizaine et 13, il me semble exactement, et j'en obtiens 10, dont celui de La Réunion. Et c'était ma plus grande fierté parce que c'était pas forcément le plus difficile pour le coup, mais c'était ma plus grande fierté parce que j'avais pas envie de quitter mon île. Et surtout, l'école était aussi gratuite, donc c'était un gros avantage. Et donc voilà, donc ce que je retiens de mes 2 années de prépa, c'est vraiment l'intensité de travail que j'ai dû donner. Et puis le stress aussi que ça a engendré parce que ça a été 2 années où je me suis mise à fond là-dedans, surtout la deuxième, et où je suis très peu sortie. J'ai complètement arrêté le sport et ça a eu des conséquences aussi bien physiques que psychologiques assez importantes finalement à la fin de l'année, malgré la réussite de son concours, ça n'a pas été facile. Voilà. Oui, et encore une fois, félicitations, puisque je sais à quel point tu as travaillé pour avoir ce concours et c'est plus que mérité. Et puis, je tiens Merci. à souligner aussi qu'au bac, tu avais eu la mention très bien. Ça, ce que tu Oui, dis résonne complètement avec moi, puisque c'est vrai que le baccalauréat en soi, c'est un peu on le voit un peu comme une finalité. C'est un accomplissement qui, je pense, est le précieux sésame pour après débuter ta carrière professionnelle. Mais même toi, qui savais ce que tu voulais faire, c'est un métier que tu voyais en pratique et sur le long terme, mais on n'a pas forcément de la visibilité sur le parcours et le chemin pour l'atteindre. Et c'est ça c'est qui ça. manquait en fait. Ce que tu montres là, c'est que c'est via des petites milestones comme les concours blancs
que tu voyais vraiment les progrès que tu faisais et que tu pouvais te projeter sur ton objectif futur. Parce que si on n'arrive pas C'est à le ça. mesurer entre les deux, je pense qu'on se décourage vite et on oublie en fait l'objectif final. C'est ça. Non, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que je pense que chaque étudiant voit la finalité donc en cette année de terminale avec le bac, etc. Et puis après, tout le monde prend des chemins un peu différents. Et donc, en fait, on n'a pas le visuel de ce qui va se passer après et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre et comment s'y préparer et quelle intensité de travail on doit donner, etc. Donc, c'est vrai que l'après-bac, je trouve, vu qu'elle est hyper diversifiée, ben, pour les étudiants, c'est vraiment pas évident parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Et souvent, ben, si on a beaucoup bossé pour l'année du bac, on se dit qu'on va souffler après et en fait, pas du tout. Il faut continuer à travailler. Oui, et tu parlais du stress et des impacts que ça a eu physiquement et psychologiquement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, alors j'ai toujours été sportive pendant mon enfance et mon adolescence. Et je pense qu'en fait, je suis stressée depuis mon enfance, mais la natation a fait que ça a canalisé mon stress pendant toutes ces années-là. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte, évidemment. Mon stress était canalisé grâce à ça. Et en terminale, donc en fait, j'avais fait une année de sport-études pour ma première. En terminale, je rentre à La Réunion et je lève un peu le pied au niveau de la natation, mais je continue à nager quand même de temps en temps dans mon année de terminale. Donc, j'avais plus ou moins réussi à gérer quand même le stress pour l'année de bac et tout, ça s'était bien passé. Et puis, par contre, j'ai complètement levé le pied pour mes 2 années de prépa, et donc, j'avais plus du tout nager. Parce que je considérais que le temps que j'allais passer à aller faire du sport, c'était du temps perdu où je pouvais travailler et continuer à bosser pour mes concours. Et surtout la deuxième année, du coup, je sortais plus, je faisais plus de sport, je faisais vraiment plus rien. Et j'ai vraiment fini ben, l'année de prépa sur les rotules au niveau physique et psychologique. J'avais perdu du poids, j'avais perdu en muscles. Et en fait, j'avais des peurs qui étaient complètement exacerbées. J'avais peur vraiment de tout et de rien. Et j'avais bah, des grosses crises d'angoisse. Et bah, à l'époque, là, maintenant, c'est mon analyse que j'en fais aujourd'hui parce que j'ai du recul par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Je me rendais bien compte que j'étais stressée, mais avec le recul pardon, je me rends compte que c'était vraiment un gros stress engendré, quoi. Et bah, toutes les peurs exacerbées et les crises d'angoisse, malgré voilà, les résultats du concours qui étaient tombés, etc., et ben, ça a pris vraiment un certain temps à partir. Et puis, du coup, je me suis remise à faire un petit peu de sport après, pendant mes années d'études en école de kiné, heureusement. La dernière fois, j'ai écouté un podcast des sœurs Nagoski qui ont écrit un livre sur le burn-out dans sa généralité, pas seulement au niveau professionnel, mais de façon générale, qui est l'épuisement émotionnel. Et en fait, on ne se rend pas compte que pour ne pas atteindre ce burn-out, c'est pas les facteurs qui causent le stress qui doivent s'arrêter, c'est vraiment la façon dont on aborde le stress. Elle donnait l'exemple d'un lion qui nous suit dans la savane. Si on arrive à échapper aux griffes du lion, c'est le fait d'avoir couru et le fait d'évacuer ce stress qui nous permet de passer à autre chose plus que le fait que le lion même disparaisse en fait. Si le Oui, lion arrêtait de nous courir après, ça évacuerait pas le stress d'un coup. C'est vraiment le fait d'avoir essayé d'échapper à cela. Et aujourd'hui, tu travailles dans le milieu médical, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui subissent aussi le stress, qui ont des symptômes plus ou moins récurrents. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, qui est inconscient, conscient? Quelle est ta vision des choses sur ce fléau qui touche la population? oui. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis souvent, en fait, on vit dans un monde rempli de stress, et je pense que c'est valable pour quasiment tout le monde. Et c'est vrai que dans notre métier, eh ben, on en voit tous les jours. Et souvent, en fait, je pense que beaucoup de kinés le diront, mais on se retrouve parfois pour certains patients à être plus psychologue
à l'écoute des patients plutôt que leur kiné finalement. Il y a plein de mots, MAUX, qui sont dus en fait et qui sont causés purement que par des stress et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on aura beau faire ce qu'on veut en kinésithérapie pure, et bien tant que le stress ou la cause psychologique n'a pas été en fait soignée, on n'arrivera pas non plus à guérir en fait le patient. Et en fait, de plus en plus de kinés aujourd'hui, en plus de notre formation en fait de kinésithérapie de base, vont aller se former en fait à des méthodes autres comme la psychologie, la méditation, le yoga, toutes ces choses-là, pour vraiment en fait accompagner au mieux le patient dans sa rééducation, en plus de ce qu'on fait en fait généralement, pour avoir vraiment une vision un petit peu plus complète de tout ça. Mais du coup, vraiment, on en voit tous les jours. Et en fait, on voit beaucoup de problèmes de dos. Et je pense que c'est pas pour rien aussi qu'il y a cette expression-là, en avoir plein de dos. C'est parce que je pense que quand on accumule énormément de stress, etc., ben voilà, ça réveille des douleurs, et notamment des douleurs lombaires. Et puis, souvent, les gens aussi qui sont très stressés vont avoir souvent des douleurs au niveau des cervicales. C'est hyper courant parce que ça va être des gens qui vont être hyper crispés, notamment au niveau des épaules, qui vont toujours avoir une espèce de tension, une crispation à ce niveau-là. Mais de manière générale, ça va être au niveau du corps entier. Et souvent, on va se retrouver à serrer le poing comme ça. Et en fait, on ne sait même pas pourquoi, on ne s'en rend même plus compte. Et tout le corps est comme ça, et dans une espèce de crispation un peu globale. Et voilà, donc on voit aussi beaucoup de cervicalgie. Et c'est des gens aussi qui vont beaucoup grincer en fait des dents. Et donc ça provoque aussi donc, tout ce qui va être contracture au niveau des muscles cervicaux derrière. Donc c'est deux pathologies qu'on rencontre le plus souvent chez les gens qui sont stressés. Et donc il faut savoir accompagner ces patients-là, donc aussi bien par nos moyens kinés, mais c'est bien aussi, je pense, aujourd'hui que les kinés se forment à d'autres méthodes pour pouvoir compléter et accompagner au mieux le patient. Donc, c'est pas rare maintenant aussi que les kinés se forment et fassent des diplômes universitaires en sophrologie pour pouvoir, de temps en temps, entre des séances de kiné classique, proposer une séance de sophro, par exemple. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Ça élargit aussi un petit peu notre champ de compétences. Et puis forcément, des fois, on peut pas jouer non plus au psychologue, c'est pas notre métier. Donc dans ce cas-là, on travaille en équipe multidisciplinaire et du coup, on renvoie chez un psychologue qui a plus de compétences que nous dans ce domaine-là, bien évidemment. Oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir la psychologie comme vraiment une maladie mentale. Or, en fait, les coachs sportifs, on en a besoin pour travailler sur notre physique et le cerveau se travaille également. On a inconsciemment enfin, des stéréotypes et des images préconçues, mais c'est important de voir l'accompagnement mental au-delà de l'accompagnement physique. Et tout est relié, c'est ce que tu dis en fait. Et c'est pour ça que dans le corps médical, là en kinésithérapie qui est essentiellement manuelle et physique a priori, il faut aussi avoir cette connaissance de la psychologie, puisque tout est relié. L'un ne marche pas sans l'autre. Toi, aujourd'hui, étant donné que toi-même tu es passé par cette phase de stress, comment tu le gérais avec du recul? Alors, avec du recul, je pense que, en fait, j'aurais déjà, dans un premier temps, j'aurais pas dû arrêter mes activités sportives pendant mes années prépa. Euh, Moi, je voyais ça comme une perte de temps, mais aujourd'hui, je me rends bien compte qu'en fait, c'était une grosse erreur. Je pense que c'était la plus grosse erreur de mes 2 années de prépa, d'ailleurs. Et du coup, j'aurais dû continuer en fait à faire du sport. Alors, j'aurais pas pu avoir le même rythme que j'avais auparavant, mais au moins y aller 2 à 3 fois par semaine pendant 1 heure, 1 heure et demie, histoire vraiment de pouvoir en fait évacuer le stress, histoire de continuer à me sentir bien aussi dans mon corps, histoire de penser aussi à autre chose, parce que être focus que sur une chose pendant toute une année, c'est pas la solution non plus.
Et voilà, je pense que vraiment le sport c'est vraiment important. On dit tout le temps que le sport, c'est la santé, mais c'est une réalité. Il faut pas lâcher. Je pense que il faut toujours trouver du temps pour faire du sport. Souvent, on dit qu'on n'a pas le temps, qu'on court à droite à gauche, qu'on a toujours des choses à faire et du coup, qu'on n'a pas le temps de faire du sport. Mais je pense que il faut s'obliger, quoi. Il faut trouver forcément des créneaux dans son emploi du temps pour caler des séances de sport et pouvoir évacuer un petit peu le stress de la journée, de son métier, de la vie de tous les jours. De manière générale, je pense que c'est vraiment important. Donc, si c'était à refaire, je bosserais peut-être un peu moins et j'irais faire plus de sport. Et je pense que ça aurait été tout aussi bénéfique. Parce que je pense que pour moi, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que j'ai fait mes 2 années de prépa. Au bout de ma 2e année, malgré que j'ai fini sur les rotules physiquement et psychologiquement, j'ai quand même réussi à obtenir mon concours. Mais je pense que pour des personnes, ça se passe autrement, c'est-à-dire que le stress dure tellement longtemps que finalement, c'est ce stress-là qui va les empêcher d'obtenir le concours à la fin de l'année parce qu'ils n'ont pas évacué le stress, quoi. Et d'où l'importance de continuer à faire des activités et notamment des activités sportives, quoi. Mm. Oui, pour ne pas avoir qu'une seule chose dans ta vie, en fait. Parce que sinon, c'est vrai C'est que ça. si tu n'atteins pas ce que tu recherches, tu es complètement perdu puisque tu as occulté toutes les autres choses. Et au final, ce que tu dis, c'est aussi intéressant puisque dans notre éducation, on va dire, de jeunesse, au primaire, au collège, au lycée, on devait s'organiser autour du sport, autour de nos entraînements quotidiens et même 2 fois par jour pendant les vacances. Donc le sport, au final, non seulement nous permet d'évacuer, d'acquérir de nouvelles compétences, des valeurs de dépassement de soi, de travail, de compréhension de la discipline, mais même de l'organisation. Donc toi, tu as partagé à quel point le sport est important dans la vie et la santé. Qu'est-ce que ça t'a apporté plus généralement et comment ça t'a aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui? Oui, alors en fait, quand j'analyse mon enfance et mon adolescence, je me rends compte en fait que la natation, ça a été un vrai fil conducteur de toute cette période-là. Et c'est un sport en fait qui m'a apporté énormément de valeur, comme tu le dis. Et donc moi en fait ma mère m'a inscrite à la natation à l'âge de 7 ans. Et à cette époque-là, je ne savais pas du tout nager, donc rien qu'à l'idée de me retrouver dans une piscine, voilà, ça ne me plaisait pas forcément. Et parallèlement à ça, en fait, à côté, donc au niveau scolaire, donc j'étais à peu près en CP, CE1, je pataugeais un peu. Si c'est pas pour dire un peu beaucoup, j'avais quelques difficultés à l'école. Et donc, je fais mes premiers cours de natation, ma maman me motive, etc. Et puis finalement, je me rends compte que j'adore ça. J'adore l'eau, j'adore aller à mes entraînements. Et en fait, je prends plaisir à y aller à chaque fois. Et progressivement, en fait, je prends confiance en moi et je fais rapidement des progrès. Et bizarrement, en fait, je fais parallèlement à mes progrès en natation, je fais également des progrès à l'école. Alors que j'étais dans les dernières classées en CP, par exemple, et bien, au final, j'ai réussi finalement à m'épanouir à l'école et à avoir de meilleurs résultats au fur et à mesure. Donc vraiment, je pense que le sport m'a permis de prendre confiance en moi, mais aussi de m'ouvrir aux autres. Et alors que j'étais d'un tempérament plutôt timide étant petite. Donc ça m'a apporté vraiment énormément. Et je pense et je suis persuadée que le sport, en fait, fait partie d'un pilier à part entière dans l'éducation d'un enfant. Et pour moi, en fait, ça a été l'école de la vie. Si c'était à refaire, je referais exactement le même parcours et je remercie ma maman d'avoir eu cette valeur-là aussi. Elle voulait absolument que je fasse un sport, etc. Et elle n'a pas lâché prise, et heureusement. Et je pense que ça permet aux enfants, de manière générale, dès le plus jeune âge, en fait, de développer le culte de l'effort, la volonté, le désir, en fait, de réussir de manière générale. Je pense que ça les apprend à développer tout ça dans un premier temps dans leur sport, mais aussi après, l'enfant retranscrit tout ça
dans la vie, en fait, de manière générale et pour tous les objectifs qu'il aura par la suite. Et, euh, et donc voilà, je pense que vraiment, c'est un pilier à pas manquer pour un enfant, de l'inscrire à une activité physique de manière générale pour qu'il puisse s'épanouir et prendre confiance en lui. Je pense que c'est hyper important et moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de prendre confiance en moi. Et je fais vraiment à chaque fois ce parallèle là, entre j'ai vraiment eu ce déclic au moment où j'ai vraiment commencé cette activité sportive-là, euh, à l'école où je ne m'épanouissais pas du tout, où c'était source de stress, j'y arrivais pas, etc. Et finalement, où j'ai réussi à surmonter ces difficultés-là et à finalement à m'épanouir à l'école et en natation. Oui, comme quoi tout est lié. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit le physique et le mental, mais de façon générale, c'est vrai qu'on parle souvent du 80-20. Je pense que c'est 80 qui fait le 20%. Donc c'est important de voir tout ça. Et je pense que aussi ça se retranscrit dans la façon dont on aborde la vie plus généralement comme tu as dit, pour s'épanouir, mais aussi dans le sens contraire pour surmonter les challenges, parce qu'on doit forcément tomber pour pouvoir se relever. Pour toi qui travaille dans un cabinet de kiné qui est spécialisé dans le sport, mais de façon générale, tu as souvent des personnes qui sont en rééducation, quelles sont les clés pour réussir cette rééducation, pour mieux vivre on va dire, potentiellement un handicap suite à un accident ou même suite à une maladie. Oui, alors je pense que la première clé déjà, c'est d'y croire à sa rééducation, parce qu'il y a plein de patients qui vont venir en rééducation, mais parce que le médecin a prescrit une ordonnance, mais pas parce qu'ils veulent forcément guérir ou arriver à leur objectif final de se rétablir. Et c'est également de se donner en fait les moyens pour. Et, et surtout, je répète souvent ça aux patients, il faut être acteur de sa rééducation et souvent, les personnes vont avoir en fait une vision vraiment réductrice de la kinésithérapie et vont penser que aller chez le kiné, en fait, c'est aller se faire masser et prendre un petit peu de temps pour soi pour se relâcher, quoi. Mais voilà, on ne va pas chez le kiné comme on va dans un centre de spa. Et, euh, et du coup, souvent, on se dit aux patients, mais en fait, il faut que vous soyez acteur de votre éducation, c'est ça le plus important. Et nous, souvent, en fait, en séance de kiné, on va donner des exercices aux patients pendant la séance, mais il faut aussi que les patients fassent leurs exercices à la maison et qu'ils s'entraînent plusieurs fois par jour, etc. etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on avance le mieux. Donc, vraiment être acteur et pas passif déjà de la rééducation. Et puis, pour mieux vivre un handicap, s'il y en a un, ou une maladie, c'est déjà aussi de l'accepter. Souvent, l'acceptation est parfois difficile, psychologiquement, physiquement. Parfois, c'est un changement qui va arriver du jour au lendemain. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas l'accepter, mais c'est un travail à faire sur soi, c'est un travail à faire avec un psychologue aussi, notamment. Et puis après, donc je reviens sur la clé principale, c'est vraiment d'être acteur après de sa rééducation, d'y croire. Et si on a développé un handicap, une maladie, c'est aussi essayer de se donner les moyens pour développer d'autres capacités pour compenser en fait ce handicap-là ou cette maladie-là. Si je dois donner un exemple tout bête, nous, chez par exemple un patient qui va être paraplégique, donc qui n'aura plus l'usage de ses jambes, on va tout faire en fait pour muscler en fait le tronc et puis les membres supérieurs pour qu'il puisse, malgré qu'il n'ait plus la force de se déplacer donc avec ses membres inférieurs, pour qu'il puisse se déplacer et faire des kilomètres, rien qu'à la force de ses bras et de son tronc. Donc c'est le même cheminement en fait pour toutes les autres pathologies de manière générale. La kiné est là aussi pour essayer de compenser le handicap existant et développer toutes les autres capacités qui restent pour pouvoir améliorer la vie quotidienne de la personne avec ces capacités-là. En fait. Oui, complètement. Et ça me fait penser à l'exemple, si je ne me trompe pas, de Philippe Croison.
qui a perdu l'usage de ses jambes et qui a traversé l'Atlantique. Ça prouve à quel point, oui, y croire, s'entraîner pour et être acteur de sa vie, encore une fois, c'est ça qui nous permet de surmonter les épreuves et même pas. Et après, on le voit même plus comme une épreuve, je pense. C'est plus, on le voit comme une opportunité vers autre chose. Donc, C'est c'est ça, comme un objectif de vie aussi. Souvent, les gens qui vont avoir un handicap du jour au lendemain ou une maladie, etc., il y a deux façons de penser. Soit on va voir vraiment que le négatif et on va rester dans le passé et cette envie d'être ce qu'on était, ou bien soit on va essayer de voir le positif et du coup d'essayer de s'en sortir et de développer justement ces autres capacités-là pour améliorer sa vie quotidienne, pour, euh, voilà, pour être le mieux possible, quoi. Donc, c'est vraiment deux cheminements différents. Et, euh, et voilà, je pense qu'à chaque difficulté, il y a toujours une solution si on s'en donne les moyens, finalement. c'est ça. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est pas tellement le cheminement des actions qui mènent au résultat, c'est plus le cheminement de pensée tout au Oui, long de, ouais, tout au long de notre vie. complètement, complètement. Et maintenant, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a appris avec l'expérience, avec le recul. Toi, si tu avais un conseil à donner à ton plus jeune toi, quel serait ce conseil? Alors, si j'avais un conseil à donner à mon plus jeune moi, euh, je lui dirais de toujours aller au bout de ses objectifs. Que justement, à toute difficulté, il y a toujours une solution si on si on s'en donne les moyens. Et je lui dirais également et surtout, parce que c'est mon plus grand regret, moi, de ma jeunesse et puis de mes débuts pour mes études, c'est vraiment de ne pas oublier ce qui l'a fait grandir et évoluer et que le sport sera toujours son meilleur allié pour surmonter une difficulté et retrouver un épanouissement personnel. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est le message principal que je veux passer parce que je pense que c'est l'erreur que font énormément de jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui vont prendre le temps, mais parce qu'on a le temps aussi, pendant l'adolescence, en fait, de faire beaucoup de sport. Et puis, quand arrive et ben, le moment des études, et ben, souvent on s'arrête. Souvent on s'arrête. Souvent, du coup, on va prendre du poids, on va plus se sentir bien dans son corps, ça va être un cercle vicieux, donc tout ça, ce sera au détriment de la santé physique, de la santé psychique aussi. Donc, c'est des choses qui sont difficiles après à surmonter et on rentre dans un cercle vicieux voilà, qui n'est pas très agréable finalement. Donc, vraiment, toujours continuer à faire une activité physique, je pense que c'est vraiment très important. Oui, et tu es une femme épanouie aujourd'hui, comme je l'ai dit professionnellement, mais aussi personnellement. Et moi, j'apprends tous les jours. Quand je discute avec toi, j'apprends tous les jours, que ce soit d'un point de vue médical, mais aussi à vivre, à se satisfaire de ce qu'on a, tout en étant ambitieux pour sa propre vie, tout en étant vraiment active. Et j'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Et de toute façon, on se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci Christine, merci pour cette interview. Merci de penser aux autres également parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et encore une fois, ça me touche beaucoup. Merci encore. Et puis, c'est un grand plaisir de partager ce genre de discussion avec toi parce qu'on en sort toujours grandi. Donc, merci beaucoup. Et merci à toi, encore une fois.